plaisir de présenter ce sujet, comme vous le voyez d'après le titre de ma présentation. Il s'agit de la prédisposition génétique à l'encéphalite virale. Et pour structurer cette présentation, nous allons adapter comme plan. On va commencer en premier lieu par une introduction, puis des généralités, suivi par les mécanismes immunogénétiques innés et acquis, et par la suite on va voir le diagnostic et le traitement impliqué dans ce type de pathologie. Et enfin, on va clôturer notre présentation par une petite conclusion. Mais avant de plonger dans le sujet, pour bien poser le cadre, je vais commencer d'abord par ce que signifie la prédisposition génétique. Et la prédisposition génétique correspond à l'ensemble des facteurs génétiques qui augmentent la susceptibilité d'un individu à développer une encéphalite après une infection virale. Et dans le contexte des encéphalites virales, certaines variations en mutations génétiques peuvent alerter les mécanismes de défense antivirale de l'hôte. Autrement dit, le virus est nécessaire pour provoquer l'encéphalite, mais certaines variations génétiques rendent certaines personnes plus vulnérables à cette complication neurologique. Et ces gènes influencent notamment la réponse immunitaire antivirale, et en particulier les voies et les mécanismes de reconnaissance des virus. C'est pour cela les chercheurs posaient une question qui est fascinante. Pourquoi certains enfants développent-ils une encéphalite virale alors que d'autres non? C'est justement la question de départ qui nous guide vers le rôle de la prédisposition génétique. Et aujourd'hui, on va voir comment ces gènes influencent ce risque et pourquoi certains enfants sont plus vulnérables. Et d'après la classification de l'Union internationale des sociétés de l'immunologie en 2024, qui ont présenté 3 grands groupes de prédisposition génétique aux infections virales, à gauche, on a l'encéphalite herpétique infantile liée principalement aux anomalies de la voie TLR3 interférents. Au centre, on a les infections à HPV, notamment l'épidermodysplasie vériciforme. Et à droite, on a les infections virales systémiques associées au défaut de l'interféron de type 1, incluant les formes sévères de Covid-19. Mais le message clé à retenir, c'est que ces défauts affectent l'immunité des cellules résidentes du cerveau et non du globule blanc circulant. Ce qui s'explique pourquoi les patients ne sont sensibles qu'à des infections virales spécifiques et non à d'autres pathogènes. Et parmi les différentes encéphalites virales, on a l'exemple classique, c'est l'encéphalite herpétique, qui est constitué le modèle mieux étudié de prédisposition génétique et qui est considéré comme une encéphalite virale sporadique la plus fréquente chez l'homme, causée par le virus herpès simplex 1. Son incidence est d'environ 1 à 2 cas pour 10 000 individus infectés par le virus. Environ 8 à 10% des cas infantiles sont dus à des erreurs innées de l'immunité monogénique. Et l'atteinte concerne préférentiellement le cerveau antérieur, environ 95% des cas. Et en fait, plusieurs travaux ont montré que des mutations affectent les voies de l'immunité innée antivirale, peuvent favoriser le développement de cette infection chez certains individus à travers des mécanismes qu'on peut les diviser en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie monogénique, où on va voir les différentes mutations constitutionnelles des gènes impliqués dans l'immunité antivirale innée du cerveau. Après explorer l'orientation phénotypique, ce tableau est issu de la classification génotypique de l'Union internationale des sociétés de l'immunologie en 2024, qui nous permet d'entrer dans le détail moléculaire des prédispositions génétiques aux encéphalites herpétiques. Le tableau est structuré pour montrer comment différentes mutations convergent vers un défaut de l'immunité intrinsèque du système nerveux central, et aussi il répertoire les gènes spécifiques, leur mode de transmission, les types cellulaires impactés et les mécanismes immunitaires perturbés afin d'offrir une vision exhaustive de l'architecture génétique de cette pathologie. Maintenant, on va aller plus loin et pour bien comprendre la prédisposition génétique, regardons d'abord ce qui se passe normalement dans un neurone cortical. Et tout commence avec une protéine chaperone située au niveau de réticulum endoplasmique qui s'appelle l'UNC93B1. Son rôle est de transporter le récepteur TLR vers l'endosome où il va détecter l'ARN viral, produit lors de la réplication des virus et déclenche un signal d'alarme. Ce signal est transmis par TRIF et puis relié par TRAF3 TBK1 qui active l'IRF3 et l'IRF3 entre vers le noyau et induit la projection des interférents de type 1. Ces interférents alpha et bêta eux-mêmes se fixent sur leur récepteur FNAR1
FNAR2, c'est un autre mécanisme qu'on va voir par la suite en détail. Et on aura comme résultat final un neurone pour protéger, capable de contrôler la réplication de virus. Cependant, cette protection dépend toutefois du bon fonctionnement de chaque voie de cette étape. Une mutation au niveau de protéine UNC93B1 ou TLR3 inhibe la détection de virus. Une mutation au niveau de TRIF au TRAF3 au TBK1 inhibe ou bloque la transmission du signal, tandis qu'une mutation au niveau IRF3 inhibe la production des interférents. Et sans interférents, on n'aura pas les gènes antiviraux et le neurone perd ses défenses et le virus se réplique librement et on aura par la suite une encéphalite herpétique. Contrairement à la voie TLR qui produit les interférents, la voie FNAR au neurone permet au neurone de répondre aux interférents qui est déjà sécrété par les cellules voisines. Alors, les interférents alpha et bêta se fixent sur le récepteur FNAR1 et FNAR2 et va activer une cascade de signalisation à travers l'activation de la voie JAK-STAT et la formation du complexe ISGF3. Celui-ci rentre dans le noyau et induit à la production des gènes antiviraux et par la suite on aura le blocage de la réplication de virus. Cependant, une mutation au niveau de l'un de ces composantes, FNAR, JAK, STAT ou IRF9, la cellule ne peut répondre aux interférents, même s'ils sont présents dans le milieu. Elle perd ses défenses antivirales et devient vulnérable au développement de l'encéphalite herpétique. Cette troisième voie est différente des précédentes, car elle est indépendante des interférents. Lorsque le virus infecte le neurone, ou là un neurone cortical, sa protéine SCP6 est détectée par le capteur ZBP1 qui active le REPK3 et le REPK3 déclenche alors deux voies de destruction en parallèle. D'une côté, il va phosphoryler MLKL, un protéine qui s'oligomérise et par la suite former des pores dans la membrane plasmatique et faisant éclater la cellule. De l'autre côté, REPK3 va activer le caspase 8 et le caspase 8 à son tour va activer le caspase 3 et déclenchant l'apoptose où la cellule se fragmente en corps apoptotique. Dans les deux cas, la cellule infectée est détruite, le virus est éliminé et le cerveau est protégé. Mais en cas de mutation autosomique au niveau de REPK3, ces mécanismes de mort cellulaire ne sont plus activés et le neurone infecté devient un réservoir de virus. Et le virus se réplique massivement et conduisant à l'encéphalite herpétique. Maintenant, on va passer vers la quatrième voie. Cette voie est spécifique de neurones du tronc cérébral, l'état normal lors de l'épaissage. Les introns retirés formés dès l'arrière d'ARN. Qui sont rapidement dégradés par l'enzyme DBR. Cela se permet à la protéine antivirale PKR de rester active et bloquer la traduction des protéines virales et limitant ainsi la réplication de virus. Tandis que, en cas de mutation de DBR, l'hilaria s'accumule et inhibe la fonction de protéines PKR et le virus se réplique librement et conduit à l'encéphalite herpétique. Maintenant, on va passer vers les facteurs de restriction. Les facteurs de restriction qui constituaient des barrières intrinsèques de neurones indépendants des interférents. D'une part, le petit ARN non codant SNOR ARN31 active un mécanisme antiviral intracellulaire encore mal connu, capable de limiter la réplication des virus. En cas de mutation, au niveau de SNOR ARN31, le virus n'est plus contrôlé à l'intérieur de la cellule. D'autre part, la protéine TMF1 agit à la surface du neurone et empêchant le virus de se fixer à son récepteur nectine 1 et d'entrer dans la cellule. Et en cas de mutation de cet récepteur TMF, le virus pénètre plus facilement dans le neurone et se réplique librement et favorise au développement de l'encéphalite herpétique. Maintenant, on va passer vers un autre volet, c'est la partie 2 concernant l'immunopathologie acquise où les auto-anticorps neutralisent les interférents de type 1. Et normalement, les interférents de type 1 activent la fois FNAR et JAK-STAT, se déclenchent l'expression des gènes antiviraux et protègent le neurone. Cependant, chez certains individus, et surtout les sujets âgés, ils développent des auto-anticorps anti-NFNAR qui neutralisent ces interférents avant qu'ils vont arriver vers le récepteur FNAR1 et FNAR2.
et empêche à la suite la réponse antivirale et le virus sera répliqué librement. C'est ce qu'on appelle une phénocopie acquise, observée notamment chez environ 40% des encéphalites à virus de West-Nile et 10% des encéphalites attiques. Pour le parcours diagnostique qui débute devant une suspicion clinique associant une fièvre, trouble de conscience et déficit neurologique focal, une IRM cérébrale est réalisée en première intention afin de chercher des anomalies caractéristiques, notamment des hypersignaux temporaux. Si l'IRM est évocatrice, une ponction lombaire avec PCR de l'herpès simplex 1 est effectuée. Une PCR positive confirme le diagnostic d'encéphalite herpétique. Une fois le diagnostic confirme, la question devient pourquoi ce patient a-t-il développé cette infection? Chez les enfants de moins de 2 ans, on recherche une prédisposition génétique par séquençage de l'exome. Et en revanche, chez l'adulte, les sujets âgés, on recherche des auto-anticorps qui neutralisent les interférons de type 1 responsables d'une phénocopie acquise. Et cette approche permet de distinguer une origine génétique d'une cause immunologique acquise. Alors, passons maintenant à la prise en charge thérapeutique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le message essentiel à retenir, c'est qu'il faut démarrer le traitement, instaurer le traitement immédiatement afin de réduire la mortalité et les séquelles neurologiques. Et enfin, les avancées en immunogénétique ouvrent la voie à une prise en charge plus personnalisée, adaptée aux mécanismes en cause. En conclusion, l'encéphalite herpétique illustre que la protection du cerveau repose sur des mécanismes immunitaires intrinsèques spécifiques aux neurones, dont l'interaction favorise l'infection par le virus et la compréhension de ces mécanismes ouvre aujourd'hui la voie à un diagnostic plus précoce et une médecine de précision avec des traitements adaptés aux mécanismes en cause. Et merci pour votre attention.